Bonjour à tous et bienvenue aux 13h de ce 28 janvier 2021. Voici le sommet. Le maire de la commune de Sinandé était ce jeudi à la Commission électorale nationale autonome pour le retrait de son formulaire de parrainage. L'élu communal vient ainsi de mettre fin à l'opération de délivrance de formulaires de parrainage. Après les partis politiques, la Sénat a rencontré ce mercredi les représentants des institutions impliquées dans l'organisation de l'élection présidentielle d'avril 2021. Vous aurez dans ce journal les précisions. Conformément à la législation en vigueur au Bénin, la candidature au poste de président de la République est constituée d'un duo. Depuis quelques jours, il se murmure que la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mariam Talata Zimé, serait vice-présidente à la présidentielle de 2021. Une de nos équipes à Parakou a recueilli l'avis des citoyens. Voilà pour le sommaire. Merci de nous choisir pour vous informer. Le maire de la commune de Sinandé était ce jeudi à la Sénat pour le retrait de son formulaire de parrainage. L'élu communal vient ainsi mettre fin à cette opération de délivrance des formulaires de parrainage. Au total, 159 maires et députés ont reçu leur fiche. Je vous invite à suivre les impressions du maire de Sinandé. Comme le nom l'indique, c'est pour parrainer un candidat. Je le ferai très prochainement. Dans les semaines à venir. C'est capital, c'est important, dans la mesure où ça va conduire à choisir la première autorité qui va conduire les desseins de la nation. Donc c'est un choix quand même responsable. Donc le choix sera responsable. Et comme c'est un choix responsable, et comme j'appartiens à une famille politique, je vais quand même prendre l'avis de mon parti, de mon groupe politique, pour faire le choix. Je félicite la Sénat pour cette organisation quand même formidable. Je souhaite que les élections soient une occasion de fête, comme par le passé. Le Bénin est connu comme ça à travers le monde. Je crois que ça sera réédité cette fois-ci et que j'invite mes populations, surtout celles de ma commune, de tout faire, de se conformer conformément aux règles établies par rapport aux élections qui vont commencer bientôt au Bénin et particulièrement dans ma commune. Donc il y a pas des comportements de paix et quand même de discipline pour respecter les lois de la République. Après les partis politiques, la Commission électorale nationale autonome Sénat a rencontré ce mercredi matin les représentants des institutions impliquées dans l'organisation de l'élection présidentielle de 2021. Le président et la vice-présidente de la Sénat ont apporté des réponses aux préoccupations présentées. Stanislas Atadenion, Semiati Sifou pour le point. C'est une rencontre d'échange d'informations entre la délégation de la Commission électorale nationale autonome Sénat et les cadres des institutions des ministères et le corps diplomatique. Elle a décidé de porter à la connaissance de ses parties prenantes au processus électoral toutes les informations et les dispositions prises par l'institution dans la préparation du scrutin afin de recueillir leurs avis et recommandations en vue de bon déroulement du dit scrutin. C'est parce que justement nous sommes convaincus que c'est un travail commun que nous avons décidé de rencontrer toutes les parties prenantes au processus électoral, que ce soit les institutions de la République, les organisations de la société civile et notamment aussi nos partenaires techniques et financiers qui nous ont toujours appuyés dans la préparation et la tenue du scrutin, d'autant plus que cette année, il y aura le vote des Béninois de l'extérieur. C'est aussi l'occasion pour les participants à cette rencontre de formuler des préoccupations, mais aussi faire des suggestions à l'institution de régulation. S'il est vrai que le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur doivent veiller au respect des gestes barrières, qu'est-ce qui est fait pour que ceux qui viennent voter, qu'on s'assure qu'ils sont porteurs de leur masque, qu'ils sont désinfectés les mains? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait dans ce sens qui pourrait impliquer le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé?
La vice-présidente de la Sénat, Geneviève Bokon-Nadjo, a répondu aux questions avant d'exhorter chacun à jouer son rôle. À la réflexion, on s'est posé la question de savoir si on n'allait pas confier ce rôle-là à la société civile. C'est-à-dire qu'au niveau de la société civile, on puisse identifier des personnes qui puissent, ce jour du scrutin, au niveau de chaque centre, pour ne pas dire au niveau de chaque poste de vote, assurer ce contrôle-là du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Pour que ce volet sanitaire puisse être pris en compte afin qu'au lendemain du scrutin, on ne vienne pas constater que le taux de la maladie a augmenté dans notre pays. Emmanuel Tiando a rappelé aux représentants des institutions impliquées dans le processus électoral que leur engagement est déterminant dans le bon déroulement du scrutin. C'est dire aussi que la Sénat attend d'eux leur entière collaboration dans la conduite du processus électoral afin que la prochaine élection présidentielle d'avril 2021 se déroule dans la transparence et dans un climat de paix. Nous souhaitons que ce climat de collaboration soit maintenu parce que c'est la seule façon de garantir le succès de notre élection. Encore une fois, merci pour votre attention, pour vos contributions. Nous allons essayer de les prendre en considération et de les intégrer dans la conduite du processus électoral. Au cours de la rencontre, deux communications ont meublé les échanges. Il s'agit de la présentation du calendrier électoral et la liste des pièces à fournir pour la déclaration de candidature à l'élection présidentielle de 2021 et ensuite celle portant sur le rôle et responsabilité des institutions et ministères dans le processus électoral. Les participants sont repartis mieux aguerris de cette rencontre tout en rassurant de leur entière disponibilité. On reste avec la Sénat pour dire qu'après les partis politiques et les institutions, c'est le tour de la société civile de rencontrer les membres de cette institution pour échanger bien évidemment sur le processus électoral de la présidentielle de 2021. On fait le point. Ces hommes et femmes sont les acteurs ou représentants de la société civile invités par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ils sont conviés à une séance de travail pour recueillir les observations, conseils et suggestions des acteurs de la société civile dans le cadre de la présidentielle d'avril 2021. Nous voici à nouveau réunis, mesdames et messieurs, pour parler du scrutin du 11 avril 2021. Cette rencontre participe de la volonté de la Sénat de partager avec vous ce qu'elle fait, à quel niveau d'exécution de son calendrier elle se trouve et quelle contribution nous attendons de vous. S'il est constant que l'article 13 du Code électoral désigne la Sénat comme l'organe de gestion des élections, il n'en demeure pas moins vrai que ce défi ne pourra être relevé qu'avec la participation effective et efficiente de chaque partie prenante au processus électoral. La publication du calendrier électoral le 11 janvier 2021 amorce la mise en œuvre de l'ensemble des activités devant nous conduire au scrutin du 11 avril 2021. Il est par conséquent important pour nous de repréciser les termes de notre tacite collaboration en rappelant les rôles et responsabilités de chaque partie prenante et pourquoi pas de solliciter vos contributions pour améliorer ce que nous faisons. Ne dit-on pas habituellement que lorsque l'on est à la fenêtre, on ne se voit pas passer dans la rue? Le rôle de la société civile pour contribuer à la réussite du scrutin, les différentes mesures prises par l'institution en charge de l'organisation des élections pour préserver la paix sont entre autres les points abordés. L'autre sujet qui a suscité débat reste le principe du parrainage sous anonymat après des échanges houleux entre commissaires de la Sénat et acteurs de la société civile. Les membres de la Commission électorale nationale autonome clarifient. Je crois que nous avons expliqué de façon claire et nette et très simple que chaque élu donne son parrainage à qui il veut. Si j'ai la possibilité de me donner mon propre parrainage, pourquoi pas? Je m'interroge à haute voix.
si j'ai la possibilité de me donner mon propre parrainage, pourquoi pas? Quand je vais, par exemple, à une élection et que je suis candidat et que je dois voter, je vote pour moi-même, je ne vais pas voter pour quelqu'un d'autre. Mais également, c'est qu'au niveau de la Sénat, nous ne nous embarrassons pas de savoir qui a parrainé qui. Nous avons des formulaires qu'on a remis aux parrains potentiels. Notre responsabilité se limite à voir si le papier qui est joint, le formulaire qui est joint au dossier du duo est conforme au papier que la Sénat a remis aux parrains potentiels. Puisque nous l'avions dit et répété, c'est une pièce du dossier. Et la Sénat ne se préoccupe pas de savoir qui a signé la pièce et à qui elle est destinée. La Sénat se contente de compter le nombre de pièces. Un point, c'est tout. Faut-il le préciser, le calendrier électoral est élaboré sur une durée de 5 mois allant de janvier à mai 2021. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération reliée à Gbenoussi a procédé ce mardi 26 janvier 2021 avec l'ambassadeur du Japon près le Bénin et le représentant régional de la JICA à la signature de 4 documents dont le projet de construction de l'échangeur de Vedoko. On fait le point avec Mathilde Sabi. La route du développement passe par le développement de la route Titan. C'est pour cela que l'ambassadeur du Japon près le Bénin a procédé à 2 échanges de notes avec le ministre Aurélien Gbenoussi. Cet acte posé par les 2 parties marque de façon officielle la mise à la disposition du Bénin par le Japon d'un montant de près de 18 milliards de francs CFA pour la phase du démarrage des travaux de l'échangeur de Vedoko. La réalisation des 10 projets contribuera à l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement qui accorde une attention particulière au renforcement des infrastructures routières et des systèmes d'alimentation en eau potable au Bénin. Les infrastructures routières jouent un rôle prépondérant dans le développement socio-économique et leur manque constitue une contrainte majeure à la croissance et à la compétitivité économique d'un pays. Mesdames et messieurs, je suis persuadé que d'ici quelques années, ces 2 projets qui nous réunissent aujourd'hui seront achevés comme prévu à la satisfaction de tous et les difficultés liées à la circulation au niveau du carrefour Vedoko seront conjuguées au passé. La construction de cette infrastructure à ce carrefour stratégique de la ville de Cotonou permettra au plan national de mettre fin au calvaire des riverains. Au plan sous-régional, elle va favoriser le développement du corridor Abidjan-Lagos, reconnaît Aurélien Gbenoussi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin. C'est le 13 mars dernier que, avec votre prédécesseur, nous avons procédé à la signature d'échanges de notes dans cette même salle pour pouvoir marquer la première étape de la réalisation de cet échangeur du carrefour Vedoko. Réaliser l'échangeur de Vedoko, c'est effectivement développer la route pour pouvoir accélérer notre développement. L'infrastructure sera réalisée grâce à la coopération japonaise et la JICA qui accompagne ainsi le gouvernement du Bénin dans son développement. Il s'agit d'une assistance financière non remboursable. La présente cérémonie traduit la volonté et l'engagement de la JICA d'accompagner le Bénin dans sa marche résolue vers le développement. Marqué depuis 2016 par le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, mise en œuvre de façon méthodique. La JICA met en œuvre actuellement au Bénin, entre autres actions, le projet de construction d'écoles primaires dans le département de l'Atlantique. Les travaux prendront fin en février 2021.
Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 27 janvier 2021. Plusieurs mesures ont été prises lors de ce conclave gouvernemental. Il s'agit du décret fixant les attributs et appellations de grade ainsi que les signes distinctifs au sein des forces armées béninoises et la contractualisation dans le cadre du projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin. Suivez ici le point avec Alain Orunla, porte-parole du gouvernement. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets fixant les attributs et appellations de grade ainsi que les signes distinctifs au sein des forces armées béninoises. Au titre des communications, contractualisation pour une assistance technique au profit du projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin, TASCO 2. Le dit projet vise l'amélioration durable des revenus des exploitations et des rendements des cultures de la rotation cotonnière par la restauration et l'amélioration de la fertilité des sols grâce à l'adoption de pratiques agroécologiques et à une mécanisation adaptée aux pratiques. Il va ainsi assurer une généralisation du référentiel technique élaboré et implémenté au cours de la phase pilote qui a eu lieu de 2017 à 2019. La zone d'intervention du projet couvre 22 communes regroupant 180 000 producteurs qui réalisent 90% de la production nationale de coton, de même qu'une part importante de cultures vivrières. C'est à cet effet qu'il est prévu le recrutement d'une assistance technique internationale dans le cadre de la convention signée entre le Bénin et le bailleur, l'Agence française de développement. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a échangé avec une délégation de la Banque ouest-africaine de développement BOAD ce mercredi 27 janvier 2021. La délégation était conduite par Serge Ekoué, nommé il y a quelques mois à la tête de la BOAD. Au centre des échanges, le financement des projets de développement au Bénin, une occasion pour le président de la République de solliciter l'accompagnement de la BOAD dans la réalisation des réformes engagées par le Bénin depuis 2016. Je vous invite à suivre les impressions de Serge Ekoué juste après la sortie d'audience. Nous avons évoqué quatre grands sujets. Le premier, je me suis permis de lui présenter mes condoléances en la qualité de président de la BOAD à titre plus personnel, suite au décès survenu hier son directeur de cabinet. Je comprends que le président de la République et son directeur de cabinet avaient des relations proches. Il était donc important que je présente les condoléances au chef de l'État. Le deuxième point, j'ai remercié le chef de l'État d'avoir présenté ma candidature, de l'avoir soutenue, candidature à la tête de la Banque ouest-africaine de développement, et d'avoir su convaincre la conférence des chefs d'État et le président de la conférence des chefs d'État de l'intérêt de ma candidature. Je l'ai donc remercié, c'était important. Nous avons ensuite discuté des modes de financement du développement, le sujet du renforcement des fonds propres de la Banque ouest-africaine de développement, qui est notre sujet clé. C'est le sujet majeur, principal. Il est important que la Banque ouest-africaine de développement soit mieux dotée en fonds propres et une colonne vertébrale plus solide, ce qui nous permettra de pouvoir aller lever des ressources beaucoup plus importantes sur les marchés financiers. Et je rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, le bilan de la Banque ouest-africaine de développement est financé à hauteur de 70% par les marchés. Donc notre sujet, c'est le renforcement des fonds propres. Et d'ailleurs, le chef de l'État a insisté sur le fait que c'était vraiment l'objectif numéro 1 qu'il fallait que nous arrivions à remplir, à atteindre très vite, et qu'une fois que nous aurions atteint cet objectif, une mise en ordre la maison, nous soyons à nouveau disposés à discuter de sujets de développement avec lui, et nous nous sommes engagés bien évidemment à nous revoir dès que cette mission, cet objectif ambitieux aura été réalisé. La coopération est excellente, vous le voyez bien. Nous sommes ici à la maison. Les choses se passent très bien, les choses sont très fluides. Il y a une osmose très forte, bien évidemment, entre la BOAD et la République du Bénin. Alors,
les sujets portent essentiellement, s'agissant de la coopération, portent essentiellement sur les sujets d'infrastructure, principalement sur le secteur souverain, mais il s'agit pour nous aujourd'hui, à la faveur du nouveau plan stratégique, de regarder ce que nous pouvons faire de plus et de mieux, également avec le secteur privé, les PME et les PMI. L'élection présidentielle du 11 avril 2021 entre dans sa phase décisive. En effet, du côté de l'opposition, le duo Alassane Djemba-Paul Hunkwe pour conduire les FCBE. L'annonce a été faite suite à une réunion du bureau politique ce mercredi 27 janvier 2021. Toutefois, cette décision devrait être validée ce jeudi 28 janvier 2021 par le bureau exécutif national. Conformément à la législation en vigueur au Bénin, la candidature au poste du président de la République est constituée d'un duo depuis quelques jours. Il se murmure que la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Madame Mariam Talata Zimé, serait vice-présidente à la présidentielle de 2021. Que pensent les citoyens de la ville de Parakou à ce propos? Élément de réponse dans ce vote réalisé par Mikaya Imoru et Marquet Capo. Cette dame est appréciée par tout le monde, par beaucoup de gens quand même. Et elle aide les plus démunis. Elle n'aime pas la discrimination. Elle aide toutes les couches. Elle fait la promotion des femmes. Elle est bien appréciée partout. Surtout, elle fait aussi la sensibilisation des maux dont nous souffrons, c'est-à-dire des maladies, tout ça la donne la vie. Et elle est rigoureuse. Elle est dynamique, elle est vraiment sincère dans ses choix, dans ses actions et elle est une femme de confiance aussi. C'est une dame qui cherche à défendre l'intérêt commun et c'est une dame qui se donne toujours dans le développement et qui fait la promotion de la démocratie. Lorsqu'elle prend la parole, le langage, on sent que oui, celle-ci, elle est prête à nous défendre, à nous accompagner, à faire évoluer, donc elle peut gérer. C'est une femme très très dynamique, une femme très battante et une femme aimée par la population. Ceux qui ont eu à travailler avec elle, sincèrement, n'ont jamais mal parlé d'elle. Parce que d'abord, elle est sociable, le fair play est en elle, on dirait que c'est inné en elle. L'accueil, elle n'a jamais rabroué des gens. Vous voyez, elle est aimée. Je lui souhaite une bonne chance si effectivement ça se confirmait, bien sûr. C'est une dame que je connais très bien depuis l'université. Je l'ai côtoyée un peu. Et ce que j'ai admiré en elle, c'est la rigueur. Depuis l'université, ce que je peux dire, c'est qu'elle n'a pas changé. Je la connais par rapport à sa rigueur. Rigueur par rapport à elle-même et rigueur autour d'elle. Et mieux, ce que je peux vous confier, c'est qu'elle a été censeur au CG Hubert Manga. Et là, vous voyez ce qui se passe. Elle était censeur. Les professeurs calculent les moyennes. Tout est fini et pendant les vacances, elle prend son temps. Vous connaissez le nombre d'effectifs au CG de Manga. Elle calcule une à une les moyens de ses apprenants et apprenantes. Si bien qu'à la rentrée, il y a certains qui avaient l'impression d'être en classe supérieure parce qu'ayant magouillé ou par on ne sait quelle alchimie, et constate qu'effectivement les moyens ont été recalculés. Les professeurs, c'est pareil. Vous convenez avec moi que c'est un travail fastidieux. Non seulement un travail fastidieux, il faut avoir de la volonté. Donc, on lui reconnaît cette rigueur parce qu'elle dit qu'il faut mériter. En actualité, l'un des principaux attraits du tourisme international, The Big Five, a vu ses affaires chuter en raison de la Covid-19. Des visiteurs qui sont prêts à débourser de fortes sommes pour aller en Afrique du Sud préfèrent attendre la fin de la pandémie. Plus de précisions avec nos confrères de CCTV+. Les Big Five d'Afrique du Sud sont l'un des principaux attraits du tourisme international et certains visiteurs sont prêts à dépenser de fortes sommes pour les voir. Ces derniers se dirigent généralement vers des réserves de gibier privé de luxe telles que Chamoiri, où des visites privées sur mesure peuvent coûter plusieurs milliers de dollars par jour. Mais ce cas de figure s'est arrêté avec la pandémie de Covid-19. Les affaires internationales de la réserve ont cessé et plus de la moitié du personnel a été remercié. Unfortunately,
Malheureusement, car la deuxième vague n'a pas seulement frappé l'Afrique du Sud, elle a également frappé beaucoup de nos principaux marchés internationaux. Nous avons commencé à voir des réservations pour le premier trimestre de cette année des marchés internationaux des États-Unis et du Royaume-Uni. Mais tout a été annulé au cours des 2 premières semaines de janvier et fin décembre. Il est évident que la deuxième vague a également frappé ces pays. Désormais, la survie de la réserve dépend uniquement du marché intérieur. Les tarifs ont été adaptés pour qu'ils soient plus abordables pour davantage de Sud-Africains. Comme beaucoup d'autres réserves de gibier, ici aussi les coûts ont dû être maîtrisés et le modèle économique réexaminé pour se concentrer sur le long terme. Nous avons dû innover, nous avons dû trouver des gains d'efficacité et cela nous tiendra tous en bonne place à long terme. Cela nous aidera à survivre jusqu'à ce que le commerce international reprenne. Je pense cependant que cette époque durant laquelle le commerce reposait uniquement sur la capture du marché international est révolue. Je pense que pour ces entreprises, et nous sommes l'une d'elles, qui ont subi cette arrogance, alors cela ne se renouvellera pas. Avec autant de réductions d'effectifs et de salaires revus à la baisse, les retombées économiques plus larges de la pandémie vont bien au-delà des clôtures des réserves de gibier. Le plus grand impact, à notre avis, a été une réduction de la masse salariale et donc une réduction des communautés de personnes qui dépendent fortement des revenus que ces réserves de gibier privées génèrent. Lorsque l'on prend en compte le fait que les réserves de gibier privé sont isolées, elles se trouvent dans des zones où on ne compte que peu d'autres économies, à part les revenus du tourisme. Il y a cependant un certain optimisme sur le fait que les efforts mondiaux pour déployer les vaccins anti-Covid-19 commenceront bientôt à stimuler l'industrie du tourisme. Le secteur sud-africain devrait d'ailleurs marquer une reprise au 3e trimestre de cette année. Le vaste environnement naturel qu'offrent les réserves de gibier se prête à une nouvelle normalité où la distanciation sociale est devenue une réalité et les lodges de gibier privé pensent que c'est exactement ce qu'elles ont de plus, en abondance, ainsi qu'un produit touristique éprouvé qui finira par se rétablir à long terme. Télé Info 13h Stop et fin. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez juste après moi la chronique du soir avec le consultant politique Agapite Napoléon Maforik en nouvelle diffusion bien évidemment et à 15h en nouvelle diffusion toujours. Votre émission L'Entretien. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes digitales www.telebenin.com ou à taper dans la barre de recherche Facebook ou YouTube Télé Bénin. Très bonne suite des programmes.